Allô, allô. Bonjour à tous et à toutes. On va pouvoir commencer. Merci beaucoup d'être présents parmi nous pour cette question. J'imagine qu'un certain nombre de personnes dans cette salle se sentent concernées. Ouais. Alors on va commencer par se présenter, ça fera arriver les derniers retardataires. Bon, ladies first, je me présente. Ok. Vas-y. Tu as la parole, tu veux la garde. Il est super conciliant. Bonjour, donc moi je suis Anne-Sophie de Gabriac. J'aime pas être derrière un pupitre. En tant que prof, j'ai besoin de me balader. Ça me permet de surveiller que vous n'êtes pas sur autre chose, n'est-ce pas? Non, il n'y a aucun souci. Non, donc je suis prof de pratique entrepreneuriale à l'ESSEC. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 15 ans, on s'est fait la réflexion, j'étais à votre place. Et je venais à ce salon parce que j'avais envie d'être entrepreneur. 13 ans d'expérience professionnelle, très experte en direction commerciale, BizDev, 3 grands groupes très formateurs, 10 jobs en 13 ans. Et puis tout d'un coup, un arrêt un petit peu brutal avec un facteur externe qui est la boîte qui est rachetée. En fait, pire que ça, la boîte qui rachète un concurrent, fusion, déplacement de la boîte en région, pas la possibilité de suivre. Et donc je me dis à ce moment-là, mais j'ai toujours eu cette petite musique à l'intérieur qui me disait que j'avais envie d'être créateur, c'est peut-être le moment de se poser la question. Et donc dans un premier temps, case école. Bon, il faut que je me forme parce que j'étais experte vraiment de la direction commerciale en grande conso et je me sentais pas du tout légitime pour être chef d'entreprise. Donc formation exécutive MBA avec un super projet. Nouveau site de vente en ligne de luminaire design. Je rentre dans ma formation en 2008, qui m'a aidé à accélérer la prise de conscience que c'était absolument pas une bonne idée pour moi de lancer. Aucune compétence digitale, pur produit de la grande distribution. Moi, j'étais dans les lessives, les jeux vidéo, les lumières design. Ok, j'en avais acheté quand j'avais été en Chine pour le jouet, secteur du jouet dans lequel j'avais travaillé, mais aucune compétence. Et puis à approcher des entrepreneurs qui étaient dans ce business-là, à comprendre ce que j'allais devoir faire, aucune motivation. Bon, donc je me suis retrouvé. Après une école de commerce. Alors ça m'a fait comprendre que un certain nombre de choses n'étaient pas réunies, et notamment aussi, ça m'a fait comprendre, à ce moment-là, ça faisait depuis plus de 6 mois que j'étais hors poste, que j'étais en train de perdre mon carnet d'adresse de directeur commercial, perte de légitimité. Et donc, je suis tombé dans les startups à ce moment-là, en rejoignant une startup qui s'appelait Smartbox. Alors aujourd'hui, vous les voyez dans les entrées de magasins, mais à l'époque, j'ai dû me battre contre quasiment 70 concurrents et de mettre en place un certain nombre de choses que j'avais apprises, notamment chez Colgate, autour du category management, pour aider à faire croître le gâteau et croître notre part de marché. Et puis au bout de 2 ans, je me suis rapidement ennuyé. J'ai été chez le plus petit de mes concurrents, que j'avais essayé de dégager de la grande distribution, parce qu'eux avaient compris l'intérêt de la digitalisation. Et donc j'ai été dans cette boîte-là. Et puis au bout de 2 ans, alors qu'on était en passe de devenir le 4e acteur du marché sur 70, patatras. Notre actionnaire, au moment où on devait payer notre imprimeur, nous lâche, 2012. Et là, je me dis, ça c'est bien. Là, il y en a marre. On a fait du super bon boulot. C'est plus possible. Moi, je peux plus être salarié. Je vais devenir entrepreneur. Je te laisse te présenter maintenant. Voilà, bonjour tout le monde. J'ai un parcours qui est, je dirais, différent de celui d'Anne-Sophie, puisque j'ai baigné dans l'entrepreneuriat depuis tout petit. Je suis né dedans, je suis tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat tout petit, puisque autour de moi, tout le monde entreprenait. Et c'était finalement la seule façon
de progresser, de s'en sortir, puisque je viens d'un milieu très pauvre, en fait. Et donc, il fallait entreprendre pour gagner beaucoup d'argent et aider toute la famille, au sens le plus large. J'ai fait des études, comme beaucoup d'autres. J'étais salarié, j'ai été ingénieur, j'ai été chef de projet, directeur de programme, et j'ai intégré le commerce d'une grosse boîte en Suisse. Mais en même temps, chaque fois, je me posais la question, je me disais, c'est pas ce que je voulais faire. Et donc, j'essayais de retourner à l'entrepreneuriat à chaque fois. Oui. Et là, voilà, je me suis remis, je suis revenu à mes premiers amours depuis un certain temps. J'ai créé la troisième ou quatrième start-up qui a été reprise dans la santé, qui a été reprise par un fonds en Suisse. Et j'ai monté une nouvelle start-up donc, qui s'occupe d'intelligence artificielle dans la santé. Qui s'appelle Detexio. Et alors, ce qui nous réunit, c'est qu'à tes heures perdues, tu as fait un doctorat. Oui, disons que oui. C'est vrai que j'ai fait un doctorat, j'ai fait un diplôme d'ingénieur, un MBA, un doctorat, entre autres. Voilà, tu aimes bien apprendre. Et ce qui nous réunit, en fait, on a une grande absente qui est, peut-être que vous avez déjà lu certains de ses bouquins, c'est notre co-autrice, Catherine Léger-Jarniou. C'est madame, grande professeure de l'Université Paris-Dauphine, professeure émérite maintenant, mais serial autrice en business plan, études de marché. Elle est également présidente de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et Yves, donc il y a 2 ou 3 ans, tu as contacté en fait notre ancien directeur de programme, puisque moi j'ai fait aussi un doctorat, mais plus tard, et en lui disant que tu voulais faire écrire un bouquin. Écrire un bouquin. Voilà. Et donc Lionel Garot, que nous remercions, t'a mis en relation avec Catherine. Et Lionel, en fait, je venais juste de soutenir ma thèse en décembre 2020, il me dit « Écoute, Anne-Sophie, j'ai pensé à toi. Il y a un projet qui se monte. Je les retarde un peu. Il faudrait que tu dédies... c'est pas beaucoup, hein, c'est une demi-journée par mois pour travailler sur ce sujet. » En fait, c'était pas du tout une demi-journée par mois. Et puis, en fait, on a décidé d'écrire en explorant, en fait, au départ, ça devait être un livre autour de toi, en fait, de ton expérience de l'entrepreneuriat, et en fait, en interrogeant des entrepreneurs, de par également ma pratique. Donc, si je reprends ma présentation, aujourd'hui, moi, je suis professeur de pratique, ça veut dire que j'ai des entrepreneurs qui ont entre 20 et 60 ans, selon les programmes, qui veulent entreprendre et qui font des programmes. Alors ça peut être des programmes sur 10 semaines, ça peut être des programmes beaucoup plus longs. Et du coup, c'était intéressant aussi de puiser dans leurs attentes et de se dire quel serait le livre qu'il faudrait un peu reconstituer pour leur donner. Et puis Catherine aussi, qui nous a apporté donc toute cette partie, et donc ça a été un dialogue entre l'expérience d'Yves, les contacts qu'il pouvait avoir avec d'autres entrepreneurs, et puis aussi avec Catherine, qui elle est une experte de la partie théorique, et donc ça nous a permis de faire cette partie de ping-pong. En fait, ce que nous voulions faire aussi, c'était vraiment de comparer, vous voyez, la pratique réelle par rapport à la théorie qui est enseignée dans les universités. On voulait voir comment les deux choses se mettent ensemble. Oui. Voilà. Donc, ce contexte étant dit, en fait, par rapport à cette conférence, on s'est dit que par rapport à ce salon, il nous paraissait très pertinent, effectivement, d'aborder cette question qui est « Est-ce le bon moment de se lancer ?» Alors, je ne vous ai pas dit, effectivement, tout à l'heure, je me suis arrêtée en 2012, c'était il y a 10 ans. J'ai créé plusieurs sociétés. J'ai été amenée à créer une qui est toujours existante, qui fait du conseil en levée de fonds, et dans laquelle j'ai fait des investissements dans 10 entreprises différentes. J'ai participé également à des créations de cabinets de conseil ou de start-up très, très, très innovantes. Mais aujourd'hui, je suis à temps plein dans l'enseignement. Alors...
Je suppose que si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous vous posez la même question que nous. Est-ce qu'il y a dans la salle des entrepreneurs, ceux ou celles qui ont déjà sauté le pas? Oui, déjà, donc, une là-bas, deux là-bas, 3, 4. Donc, et qui ont déjà sauté le pas et puis se posent peut-être la question de se dire est-ce que j'ai bien fait, peut-être ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faudrait que... D'accord. Ok, super. Est-ce qu'on peut supposer que tous les autres se posent la question de savoir si c'est le bon moment de se lancer ou non? Ok. Très bien, en tout cas, vous êtes au bon endroit. Nous allons nous poser la question avec vous. Alors du coup, est-ce que on va quand même commencer par un petit point de contexte, très rapide, sur la variété des profils d'entrepreneurs. Tu veux te lever pour... Avant. Ouais. Ouais, avant. Avant d'aborder le point sur les différents profils, j'aimerais vous signaler que nous allons prendre un petit moment tout à l'heure et nous vous inviterons à faire votre propre auto-évaluation en ligne. Nous avons rédigé un petit questionnaire sur un site dont nous vous inviterons à compléter, à voir vous-même quels sont les facteurs qui seraient pour vous, les facteurs qui vous pousseraient à investir, à vous engager, à démarrer un projet, ou alors ceux qui seraient pour vous un frein. À la fin, il y a un score, mais cela vous permet juste de vous positionner par rapport à ceux qui ont fait le même test que vous, juste avant vous. C'est un bon teasing, mais c'est pas maintenant qu'il faut aller sur le site. Il n'y a pas un seul profil d'entrepreneur, il y en a beaucoup. Nous allons vous présenter une typologie. C'est un essai que nous avons fait. Ce n'est pas la seule typologie possible. Il y en a d'autres. Donc, on va vous présenter la nôtre. Donc, je disais, il n'y a pas qu'un seul profil. Vos motivations évoluent au fil du temps. Donc, votre profil aussi peut changer, d'une part. Et d'autre part, la même personne peut se retrouver dans différents profils. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, il y a des indépendants qui sont aussi des entrepreneurs. Ce sont des personnes, comme le nom l'indique, qui veulent être indépendants. Ils sont à leur compte. Ils ne cherchent pas nécessairement à créer une entreprise qui va entrer en bourse et qui va recruter. Ils veulent peut-être créer tout simplement leur emploi. C'est un statut qui peut être transitoire, mais aussi qu'on peut retrouver chez des personnes en fin de carrière qui décident justement de créer leur emploi pour la fin de carrière. Je suppose que dans la salle, c'est un statut, c'est un profil qui intéresse ou qui concerne quelques-uns d'entre vous. Bon, par contre, il faut que tu ailles un petit peu plus vite parce que sinon, nous n'allons pas tenir le timing. Je ne vais pas parcourir tous les profils que nous avons listés. Les digitaux, on retrouve essentiellement chez ceux qu'on appelle les milléniums, la génération YZ, qui sont ces personnes versées dans le numérique, dans les réseaux sociaux. Ensuite, les imitateurs. Excusez-moi, avec l'âge, je dois porter mes lunettes. Alors, les imitateurs, moi j'ai bossé pour un très très bon imitateur. C'est le fondateur des coffrets cadeaux Smartbox. En fait, c'est un concept belge. Ça s'appelait Weekend Desk à l'époque. Et il s'est dit, c'est génial ce truc. Je vais le lancer en France. Bon, après, il a demandé évidemment la licence. Il a pas copié. Comment dire ? Voilà, comme vous avez compris, l'imitateur, c'est celui qui va copier une idée qui marche bien ailleurs. Et il va la ramener également. Le slasher, c'est celui qui a choisi de ne pas choisir. Il fait les deux. Il est salarié et il est aussi entrepreneur. Il répartit son temps entre les deux. C'est aussi une façon de choisir. Il peut être aussi multi-entrepreneur slasher. On a plusieurs activités, une micro-entreprise, éventuellement on fait du coaching, et puis une société, une SAS. Contrairement au slasher qui choisit de faire les deux, l'entrepreneur va rester dans son entreprise et va créer au sein de son entreprise. Donc ça peut être juste une façon de fonctionner dans l'entreprise,
avec un mode entrepreneurial, mais au sein d'une entreprise. Et là, il prend encore beaucoup moins de risques que le slasher qui est entrepreneur et salarié en même temps. L'innovateur, ce sont ces personnes qu'on va rencontrer dans la French Tech assez souvent, des personnes qui vont innover dans tous les sens, innovation technologique, d'usage, peu importe, et qui ont probablement... J'en connais un, c'est Yves. Puis nous avons la chance aussi d'avoir fait préfacer notre bouquin par la directrice de la French Tech. Okay. Donc, l'innovateur, c'est celui-là qui va probablement, ou celle qui va être ambitieux, donc créer sa start-up et aller conquérir le monde. Le lifestyle, c'est celui qui veut changer de façon de vivre. C'est le Parisien qui quitte Paris, pas pour Genève comme je l'ai fait, mais pour la campagne française, et peut-être va développer une agriculture biologique, par exemple. Beaucoup de néo-artisans, de gens qui vont monter des chambres d'eau, de tables d'eau. Et l'engagé, c'est celui qui veut tout révolutionner, finalement. C'est l'économie solidaire, par exemple. Le familial, celui sur qui repose une lourde responsabilité. Il va hériter probablement d'une entreprise familiale, charge à lui de la pérenniser et la transmettre à son tour aux enfants. Et l'entrepreneur en résidence, c'est une façon d'entreprendre qui se développe de plus en plus aujourd'hui, en France d'ailleurs, en Suisse et aux États-Unis. C'est des start-up studios, des start-up factories, des usines à start-up. Ce sont des personnes qui créent une entreprise, qui ont des idées et qui vont développer ces idées et aller chercher des entrepreneurs, des CEO pour les mettre en œuvre. Tout simplement. Donc, c'est un concept qui se développe beaucoup aujourd'hui. Alors, sur le passage du salariat à l'entrepreneuriat, vous n'êtes vraiment pas seul. Alors déjà, ce qui est à noter, c'est 2021, c'était l'année record avec près d'1 million de créations d'entreprises. Et les derniers stats qu'on a sur la répartition par type de profil, on a anciens salariés, c'est un quart des créations. Mais on pourrait dire aussi que les micro-entrepreneurs en activité de complément, c'est sans doute parce qu'ils ont déjà une activité de salarié. Et les seniors expérimentés, ça peut être d'anciens salariés. De même que on peut avoir des anciens travailleurs précaires. Donc, vous n'êtes pas seul. Alors, ce qu'on va regarder ensemble, ce sont vraiment les 4 facteurs que l'on a identifiés et qui vous poussent à entreprendre. Le premier facteur, les facteurs externes. Le deuxième facteur, ça va être vos moteurs internes. Je vais passer les slides. Ouais, merci. Le troisième facteur, ça va être donc la prise de risque, qu'elle soit acceptable. Et le quatrième facteur, c'est vos capacités professionnelles. On va passer en revue, et comme vous l'a dit Yves, ensuite on vous donnera l'occasion de répondre à des questions pour voir où est-ce que vous en êtes de ces 4 facteurs. Alors, sur les facteurs externes, la première chose qui va être très importante, c'est est-ce que vous avez une représentation positive de l'entrepreneuriat ? Donc, ça peut être lié à la culture. Yves l'a expliqué, donc tu étais originaire du Cameroun, tu as été baigné depuis ta plus tendre enfance par cet environnement entrepreneurial. Entrepreneuriat de nécessité pour pouvoir contribuer aux revenus de la famille, pour pouvoir étudier en parallèle. Il y en a certains qui ont la chance d'avoir dans leur entourage des signes positifs, des entrepreneurs, plus ou moins avec des liens plus ou moins directs. J'en vois aussi, moi, dans mes étudiants, des gens qui viennent en toute fin de formation en disant « Je ne voulais pas être entrepreneur, j'ai tellement subi l'entrepreneuriat de mes parents que je ne voulais pas faire ça, mais c'est pas possible, il faut que j'entreprenne. » Mais donc là, au contraire, c'est un frein qui est lié
aux contraintes de l'entrepreneuriat qu'il a pu vivre. Quand on n'a pas cette chance d'avoir des entrepreneurs à notre portée, de pouvoir discuter avec eux, parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur eux, en allant observer ce qu'ils font, en leur posant des questions, en leur demandant éventuellement de devenir notre mentor, on a la possibilité d'avoir des rôles modèles. Ces rôles modèles, il y a 15 ans, il n'y en avait pas beaucoup en France. C'est qui vos rôles? Vous avez des gens qui vous inspirent dans des entrepreneurs? Est-ce qu'il y en a? Xavier Niel. Chez les femmes, qu'est-ce qui vous inspire? Une femme qui vous inspire en entrepreneur? Non, vous voyez pas trop? Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Par exemple, on peut dire Roxane Varza, qui est de la station F. On a Catherine Barba, qui a créé plusieurs sociétés, qui est sur un nouveau projet. Il y a une personne qui est très très suivie en France, qui est Fleur Pellerin, mais en fait elle fait un type d'entrepreneuriat un petit peu différent, puisqu'elle a été ministre, et aujourd'hui elle est à la tête d'un très gros fonds d'investissement. C'est un autre type d'entrepreneuriat. Ce qui est important, alors évidemment au niveau mondial, le grand rôle modèle, c'est Elon Musk, qui est énormément suivi. Mais ce qui est important, c'est que vous pouvez rencontrer dans ces salons, entendre des gens inspirants et vous mettre à lire leurs bouquins, vous mettre à vous abonner à leurs réseaux sociaux, votre réseau social de prédilection, que ce soit LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok. Je pense qu'il n'y en a pas trop encore d'entrepreneurs sur TikTok, plus pour vendre. Mais donc voilà, suivez-les, ça va vous inspirer. Et puis, il y a donc des événements déclencheurs, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est, par exemple, la perte d'emploi. La perte d'emploi, qu'elle soit effective ou qu'on en ait peur de perdre son emploi. Évidemment, on peut être, et vous avez été, j'imagine, sur le stand de la BPI, de Pôle emploi, il y a des aides publiques. On a la chance d'être en France et d'avoir plein de soutien à l'innovation. Donc ça peut être un facteur qui vous motive. Certains d'entre vous sont peut-être dans des grands groupes ou des ETI qui pratiquent l'essaimage. L'essaimage étant de soutenir la création d'entreprises, mettre en disponibilité des collaborateurs dans l'entreprise, voire financer en partie. Donc là, il faut aller voir sa DRH pour savoir s'il y a un dispositif. D'autres peuvent être intéressés par des possibilités de corporate venture. Le corporate venture, la plupart des grandes sociétés du CAC 40 et même du SB 120 ont des fonds d'investissement qui sont chargés d'étudier tous les projets de start-up qui pourraient aider une de leurs filiales ou l'une de leurs activités en étant plus innovantes. Et donc là, on peut rentrer dans ce type de programme en ayant de l'accompagnement, éventuellement du financement. Donc ça peut être un événement déclencheur de savoir que vous allez peut-être pouvoir être soutenu et accompagné. Il y a ensuite des moteurs qui sont internes. Le premier, c'est la soif de contrôle. Dans ma petite anecdote de tout à l'heure, j'avais envie d'être mon propre patron. Peut-être ça qui vous anime. Et puis ensuite, j'ai eu aussi un rejet du salariat. Je voulais plus être salarié. Je voulais plus être dépendant d'actionnaires très distants. On peut bien sûr avoir une quête d'épanouissement personnel. Alors, ça peut être changer de métier. On rencontre très fréquemment des gens qui étaient dans la finance, qui ont tout d'un coup envie, qui étaient plutôt dans du virtuel en fait, du très distancié, à être, ou du digital, mais à être dans la création manuelle. Beaucoup de néo-artisans dans ce qu'on disait tout à l'heure sur les lifestyles. Ça peut être également changer de cadre de vie. Alors là, post-Covid, on en connaît des gens qui sont partis habiter
dans du périurbain ou voire même à la campagne. Ça peut être aussi, et puis ça souvent c'est avec l'âge, hein, on a envie de donner du sens à son travail. Enfin, il y en a tout simplement aussi qui sont là pour gagner plus, avoir plus de richesse. Et on a des exemples comme ça, quand on regarde les fortunes, vous savez, le classement Challenge, Fortune 500, c'est pas que des fils d'eux et filles d'eux. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas un copec et qui ont réussi à créer de véritables fortunes. J'ai en tête le fondateur de Brioche Dorée, qui déjà était d'une origine très très modeste et qui, à 37 ans, a créé sa première brioche dorée. Ensuite, c'est devenu un groupe énorme de franchises autour de la restauration hors foyer. Je crois que sa fortune pèse plus de 2 milliards. Alors il y a un troisième type de facteur, très important. C'est quoi vos risques acceptables? Alors la première chose, c'est le temps à dédier. Imaginons que je viens de perdre mon emploi, que je me dis, oui, je veux travailler là-dessus, j'ai la chance de bénéficier d'allocations de RE on va dire d'une vingtaine de mois. Est-ce que je suis prêt à dédier ces 20 mois où je toucherai cette allocation de retour à l'emploi ou au contraire, est-ce que je suis plutôt en deuxième partie de mes droits à cette allocation et du coup j'ai une petite tension parce que je n'ai peut-être plus que 6 mois. Et puis est-ce que mon retour à l'emploi va être facile? Donc est-ce qu'il faut que j'anticipe aussi que si finalement mon projet n'aboutit pas, est-ce qu'il faudra que je prenne un petit tampon? Donc vous devez réfléchir à ça. Évidemment, vous devez réfléchir à l'argent à miser, entre guillemets. Donc ça dépend de type de projet, mais parfois on va vous demander de mettre des fonds propres. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de financement dans votre entreprise si vous-même ne mettez pas un minimum d'argent. Donc qu'est-ce que vous pouvez miser? Si vous êtes en famille, en couple, etc., il faut là avoir l'adhésion et prendre en compte les besoins du foyer. Et en plus, en misant, si vous perdez sur l'entrepreneuriat, est-ce que pour vous c'est acceptable cette perte? C'est l'idée qu'il y a derrière, quoi. Est-ce que j'accepte de perdre, je sais pas, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000? Et il faut se le dire au départ, parce que ça libère complètement. Après, si on ne se l'est pas dit, si on ne l'a pas défini au départ, puis il faut se fixer aussi des limites de temps et d'argent. Et là, c'est vraiment très important, et puis être clair vis-à-vis de son entourage, qui peut avoir à en pâtir. Après, il faut voir comment vous vous sentez quand on regarde les questionnaires sur l'intention entrepreneuriale. Une des raisons fondamentales pour ne pas entreprendre, c'est la peur de l'insécurité de l'emploi. C'est donc le fait de ne plus avoir un job fixe. Ce qui a également comme impact le fait qu'on va soit baisser, soit avoir des revenus irréguliers. C'est sous-jacent à cette peur de la perte de la sécurité de l'emploi. Enfin, il y a un dernier point, c'est la partie statut social. Vous étiez responsable d'eux, reconnu en tant qu'expert technique, j'en sais rien, responsable des ventes, responsable des clients. Et là, vous, dans une société établie, puis là, il y a une perte de statut parce que vous allez être peut-être président ou micro-entrepreneur, mais en tout cas, il y a tout à faire, tout à construire dans la société que vous allez créer. Et le fait de quitter votre poste de président fait que vous n'aurez plus les mêmes amis. Ils ne seront peut-être plus là. Ça permet de faire le tri. Ensuite, autre gros élément, gros facteur, ce sont vos capacités professionnelles. Alors, on a fait une sous-catégorie qui parle d'énergie. L'énergie, c'est par rapport, premièrement, à la capacité de travail. Il faut que vous ayez en tête que quand vous allez devenir entrepreneur, c'est pas pour passer aux 28 heures. C'est en moyenne, l'entrepreneur, il bosse entre 50 et 70 heures par semaine.
Et là, elle parle de travail effectif, puisqu'entrepreneur, on vit, on rêve, on dort avec son entreprise. Oui. Donc, on travaille beaucoup plus que ça. La nuit, les week-ends, l'esprit est ailleurs. Yves, par exemple, n'est pas parti du tout en vacances cet été. Ma femme et mes enfants sont partis. Et ils n'étaient pas très contents, mais bon, ils sont habitués, malheureusement. Un autre sous-jacent, c'est votre état de santé. Évidemment, si vous tombez malade quand vous êtes entrepreneur, eh ben, vous allez essayer de faire au mieux pour prioriser votre santé, et tout en essayant de maintenant, en vous faisant aider sur la partie entrepreneuriat. Mais si, alors que vous pensez entreprendre, vous êtes sur le point d'avoir un pépin de santé, ou là, peut-être que le confort du salariat vaudra mieux pour des congés maladie, etc. Et d'abord vous requinquer avant de vous lancer. Après, l'âge. Alors l'âge, en fait, c'est amusant parce qu'on a parfois des réflexions du dire « Ah, j'ai 50 balais, donc tout ça, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi ». Pas du tout. Pas du tout. Quand on regarde l'âge moyen, on est autour de la quarantaine. Il y a plein de gens qui ont entre 40 et 50, de plus en plus entre 50 60 et 60 et plus. C'est pas un truc... Bien sûr, il y a des jeunes qui sont très très motivés par l'entrepreneuriat, mais c'est pas rédhibitoire. Enfin, l'expérience professionnelle. Alors, premièrement, c'est vrai que la possibilité d'avoir dans sa vie de salarié identifié des grosses faiblesses de sa proposition de valeur et se dire que, puisque vous n'arrivez pas à le faire par votre boîte, vous allez peut-être aller la créer ailleurs, ça peut permettre de créer une activité concurrente, sous réserve que vous n'ayez pas une clause de non-concurrence, mais souvent les sociétés ne rédigent pas forcément de clauses où elles ne sont pas valables parce qu'elles ne sont pas payées. Donc ça peut être un premier axe si vous avez identifier des manques de votre société actuelle. Autre point, c'est de pouvoir en fait créer une activité, avoir pour premier client un ancien employeur. Et là, l'objectif, ça va être de lui vendre quelque chose qui va permettre d'améliorer les processus, notamment, par exemple, ou un produit qui vous manquait quand vous étiez dans cette boîte. Dernier exemple, là, qui est vraiment pour des gens qui travaillent dans des très gros groupes. Parfois, on peut se rendre compte qu'il y a une marque qui est sous-exploitée. Moi, j'ai eu un exemple chez Colgate. Ils avaient depuis des années Cadom. Ils n'en faisaient rien. Ils ont fini par le vendre pour faire une spin-off. Donc, voilà. Vous pouvez remarquer dans vos sociétés que parfois, il y a quelque chose qui n'est pas... On n'investit pas parce que c'est trop local, c'est pas international. Et dans ces cas-là, vous pouvez le faire. Alors, je vais passer la parole. Oui, et dernier point, votre capacité de rebond et d'adaptation, puisque vous allez avoir, d'une part, des nouveaux métiers à appréhender, puisque si vous étiez, par exemple, un expert de la compta, il va falloir devenir aussi vendeur, et si vous étiez vendeur, il va falloir être capable de gérer votre expert comptable. Donc ça, capacité d'adaptation, et ensuite capacité de rebond, puisque vous allez évidemment apprendre par l'action, faire un certain nombre d'erreurs, et vous allez devoir pouvoir encaisser ces erreurs pour pouvoir apprendre et rebondir. Alors, donc on va passer à la partie... Voilà. Anne-Sophie va maintenant se reposer, et c'est à vous de jouer. Nous allons passer à cette partie pratique. Ce n'est pas obligatoire. Ceux ou celles qui veulent le faire sont les bienvenus. Donc, nous vous invitons à aller sur le site. Donc, vous voyez l'URL affichée. C'est bon, vous y êtes? Sinon, vous pouvez saisir l'URL du salariat à l'entrepreneuriat. Vous ne captez pas où c'est le...
Et sur le Wi-Fi, ouais, parce qu'on est trop nombreux. Alors, du coup, vous irez, après la conférence, quand vous serez avec une bonne connexion, sur l'URL, vous répondrez aux différentes questions et ça vous permettra d'avoir un résultat. Nous, Yves va vous commenter des résultats. Je pense qu'on va procéder comme ça. Oui, tout à fait, sinon on va attendre très longtemps. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu tout de même à aller sur le site? OK. Et vous avez vu le questionnaire? OK, bon, écoutez, nous avions prévu le cas où ça ne se passerait pas bien, et donc nous avons des résultats de tests qui ont été faits par d'autres avant vous. Et nous allons les commenter ensemble. L'important, c'est que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez d'ailleurs le test, mais c'est que vous ayez les éléments de diagnostic ensuite. Nous avons 3 ou 4 catégories. Ceux que nous appelons les intentionnistes, ce sont les personnes qui ont l'intention d'entreprendre. Elles en sont encore au stade d'intention. Rien n'a été fait jusque-là. Elles se posent la question. Elles aimeraient entreprendre. Donc c'est ce que nous appelons les intentionnistes. Nous avons une catégorie de créateurs. Ce sont les personnes qui ont décidé finalement d'entreprendre et ont engagé les démarches, mais n'ont pas encore créé. Ces personnes sont dans le processus de création. Nous les appelons les créateurs. Puis la 3e catégorie, ce sont ceux qui ont effectivement créé, que nous appelons les chefs d'entreprise. Nous avons repris une terminologie qui a été faite au Canada, qui est l'indice entrepreneurial canadien, repris en France, l'indice entrepreneurial français. Pour illustrer ce que disait Anne-Sophie, nous avons choisi 2 intentionnistes et un créateur. Notre premier intentionniste, c'est une femme qui a entre 35 et 49 ans, qui est salariée et qui a un diplôme supérieur au bac plus 5. Tout à l'heure, Anne-Sophie vous a présenté les 4 facteurs de motivation, les 4 facteurs externes, internes, risques acceptables et capacité à entreprendre. Pour cette personne, vous avez une colonne, mon évaluation. C'est le résultat que la personne a obtenu en répondant aux questions que nous verrons dans la slide suivante que vous avez sur le site. Donc, cette personne a répondu à ces questions et son évaluation apparaît à droite sur les 4 grands facteurs. Nous voyons par exemple que cette personne a un score global de 42. Si elle se compare aux autres intentionnistes, ils ont un score moyen de 54. Si nous regardons les différents facteurs, on verra par exemple que pour les facteurs externes, elle est à 14, alors que la moyenne est à 13, donc légèrement au-dessus de la moyenne. Mais nous verrons par exemple que cette personne a un score de 4 pour les risques acceptables, alors que la moyenne est à 12. Donc concrètement, c'est une personne qui se pose la question, mais qui ne veut prendre aucun risque. Elle n'accepte pas de risque. Elle veut entreprendre, mais elle n'accepte pas de risque. Ce qui ne va pas ensemble, finalement. Dans notre évaluation, il n'est pas question de lui demander de ne pas entreprendre. Ce n'est pas le but. Mais elle sait justement qu'est-ce qu'elle a comme lacune, entre guillemets, comparé à ceux qui ont entrepris. Ce sont des personnes qui ont accepté de prendre plus de risques qu'elles. Si nous allons dans le détail des questions, est-ce que vous arrivez à lire? OK. Bon, E, c'est les facteurs externes, I, c'est les moteurs internes, R, c'est le risque acceptable, et C, c'est la capacité à entreprendre. On peut voir tout de suite que la personne, vous voyez mon évaluation, on peut voir tout de suite, en tout cas c'est visuel, les scores qui sont... Oui, puisque la moyenne des créateurs qui est en vert, et elle n'apparaît pas sur ce critère-là. Donc, si cette personne souhaite entreprendre, on pense qu'elle a un travail important à faire au niveau du risque qu'elle peut accepter.
Nous allons prendre un second cas d'intentionniste. C'est un homme qui a entre 18 et 34 ans et qui a un diplôme compris entre Bac plus 2 et Bac plus 5. Désolé, c'est Bac plus 2 et Bac plus 5. Il est salarié aussi. Si nous regardons son score total, il est à 59. Alors que dans sa catégorie, les intentionnistes ont un score total de 54. Et si nous regardons les différents facteurs, nous pouvons voir que la personne se positionne assez souvent au-dessus de la moyenne des intentionnistes. Et si nous projetons la personne par rapport à ceux qui ont effectivement entrepris les démarches, oui, on voit que la personne, finalement, au niveau de son score, n'est pas mal placée. Vous voyez qu'elle est à 59. Tu es passé alors que sur les créateurs, je vais revenir, Okay. les créateurs sont en 57 et elle déjà à 59. Cela signifie que si on se limite à ces facteurs, elle a un score déjà qui correspond au moins à ce que ceux qui ont entrepris les démarches avaient au moment de la création d'entreprise. On va prendre cette fois-ci un créateur. Excuse-moi, mais si tu peux revenir juste avant, l'intérêt de la toile d'araignée, donc quand on voit la moyenne des créateurs par rapport à son auto-évaluation, c'est vraiment tout de suite d'identifier pour vous, quand vous allez faire le test, d'identifier certains critères où vous avez des freins, des choses à retravailler, en fait. Ça vous donnera des axes. Tout à fait. Si nous regardons le cas d'un créateur, nous avons ici un homme qui a entre 18 et 34 ans, qui est salarié lui aussi, et qui a un diplôme de niveau Bac plus 2. Il est créateur parce qu'il a déjà engagé les démarches pour créer. Il n'a pas encore créé, mais il a engagé les démarches. Les démarches peuvent ne pas aboutir, bien entendu, parce qu'à un moment donné, il peut mettre fin, il peut arrêter ces démarches. Donc, il a quand même entrepris de créer. Si nous regardons son évaluation, il est à 66 comme score. Et si nous comparons aux autres créateurs, on peut voir justement qu'il est très bien positionné par rapport à ceux qui ont créé, à ceux qui ont engagé la démarche de créer. Et si nous le projetons par rapport à ceux qui ont effectivement créé les chefs d'entreprise, nous voyons que là aussi, il est très bien placé. Cela signifie finalement qu'il réunit tous les facteurs que ceux qui ont effectivement créé avaient au moment où ils ont créé leur entreprise. Et cela apparaît également dans cette toile. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces facteurs. Oui. Vous avez un micro? La réponse, merci beaucoup. Sur la partie risque, est-ce que justement la réponse des gens interrogés n'est pas liée directement à l'activité? Il y a des activités qui sont plus à risque que d'autres. Est-ce que les réponses ne sont pas influencées justement par la grandeur du projet, entre guillemets, ou l'investissement qu'on doit mettre dans ce projet? Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, le projet est toujours associé à la personne et la personne s'associe au projet qui va conduire. Absolument. Oui, c'est bien ça, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les réponses seraient aussi influencées par la nature du projet. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a prévu une comparaison par secteur également. Voilà, il y a différents types de critères qui vous permettent de vous comparer. Donc plus on aura de répondants, plus ça sera pertinent, bien sûr. Voilà. Autre question ? En tout cas, n'hésitez pas après cette conférence à aller faire l'évaluation en ligne. Vous avez un email, le contact. Vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez, même après. On va du coup conclure. Vous avez bien compris que le but de l'évaluation n'est pas de vous dire qu'il faut y aller ou ne pas y aller. Le but, c'est justement de voir quels sont vos moteurs, quels sont vos freins, comparés à ceux qui
sont passés avant vous. Comme a dit Anne-Sophie, plus nous avons de données dans la base, mieux c'est, finalement. Okay. Donc, ceux, par exemple, qui ont identifié des freins, l'idée, c'est de dire, est-ce que c'est finalement le bon moment? S'ils pensent que ce n'est pas le bon moment, ce que nous recommanderions, c'est de construire les acquis qu'ils ont déjà, et surtout, c'est de travailler. C'est de travailler les freins qui sont ressortis. Par exemple, si on n'a pas le soutien de ses proches, il y a un travail à faire de ce côté-là également. Oui, il faut les écouter, en fait. Il faut comprendre quels sont les freins qu'ils ont. Est-ce que c'est lié au risque que vous êtes en train de prendre, au temps que vous allez y dédier, au fait que vous allez passer plus de temps sur... qu'en étant salarié, par exemple, quand on vous donnait les statistiques entre 50 et 70 heures, versus salarié entre 35 et 40 heures. Donc, travaillez sur ces freins, écoutez-les, parce qu'il est hyper important que vous ayez ce soutien, parce que c'est dur d'entreprendre, et donc il faut qu'on ait vraiment le soutien psychologique aussi de il y a beaucoup d'exemples, j'en connais, des personnes qui, à un moment donné, ont dû hypothéquer tout leur bien, quand il y a le soutien de leur conjoint, qui ont démarré une affaire, et aujourd'hui, voilà, ça marche. Il y a des cas inverses aussi, bien entendu. Si finalement vous pensez que c'est le bon moment, allez-y, lancez-vous. Ce n'est pas la peine d'attendre. Il n'y aura jamais de meilleur moment finalement pour vous. Et à partir de là, de nouvelles questions vont se poser. Comment je démarre? Est-ce que je démarre tout seul? Est-ce qu'il faut démarrer à plusieurs? Est-ce qu'il faut démarrer à temps partiel? Il y a de nombreuses questions qui vont se poser. C'est comment je valide mon idée. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà, c'est tout le travail que nous faisons, Anne-Sophie, Catherine et moi-même aujourd'hui, et que nous mettons à disposition sur le site et aussi par le livre que nous avons rédigé avec Dino. Nous serons tout à l'heure sur le stand de Dino à partir de 17h pour dédicacer le livre. Donc, ceux qui souhaitent poursuivre la discussion peuvent nous retrouver sur ce stand. Merci à chacun de vous. Merci. Le I, c'est moteur interne. Le R, c'est le disque acceptable. Le E, c'est les facteurs.